Chapitre 3 Croydon. Le garçon et le médecin, qui jusque-là semblaient maîtres de la situation, virent leur place usurpée par le bizarre petit bonhomme emmitouflé jusqu'aux oreilles. À présent, il s'exprimait avec une autorité que nul ne songeait à discuter. Il murmura quelques mots à Mitchell qui approuva de la tête, puis passant entre les passagers, il se posta devant le couloir conduisant au lavabo et à l'avant de l'aéroplane. Maintenant, le Prométhée roulait sur le terrain. Lorsqu'il fut complètement arrêté, Mitchell éleva la voix. « Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir rester assis à vos places jusqu'à la visite des autorités. J'espère qu'on ne vous retiendra pas longtemps. » Cette recommandation parut raisonnable à tous les occupants du compartiment, sauf à Lady Horbury, qui protesta d'une voix aigre. « Mais c'est ridicule, vous ne me connaissez donc pas. J'insiste pour qu'on me laisse sortir immédiatement. »« Mille excuses, madame, mais cette règle ne souffre aucune exception, » lui fit remarquer Mitchell. « C'est grotesque, absolument grotesque !» criait Lady Horbury en frappant du pied avec colère. « Je vous signalerai à la compagnie. Il est inadmissible de nous séquestrer ici avec un cadavre. » « Vraiment, ma chère, lui dit Venetia Kerr avec un accent traînant, c'est affreux. Je vous l'accorde, mais il faut bien en passer par là. Elle s'assit et ouvrit son étui à cigarette. Garçon, puis-je fumer? Harassé, Mitchell répondit. Je n'y vois pas d'inconvénient à présent, madame. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Davis, le second garçon, avait fait descendre par la porte de secours les passagers du compartiment avant et allait prendre des ordres. L'attente ne fut pas longue. Cependant, les passagers, impatients, croyaient qu'une demi-heure s'était déjà écoulée au moment où un homme, à l'allure militaire, mais vêtu en bourgeois, accompagné d'un policeman en uniforme, traversa prestement l'aérodrome et monta dans l'avion par la porte que Mitchell lui tenait ouverte. « Que se passe-t-il donc » demanda-t-il d'un ton sec. Après avoir écouté Mitchell et le docteur Bryant, il regarda rapidement la femme morte affaissée sur son siège. Il donna un ordre au constable, puis s'adressa aux passagers. « Mesdames et messieurs, je vous prie de me suivre. » Il les fit sortir de l'avion, puis traverser le terrain, mais au lieu de les conduire vers le bâtiment de la douane selon la coutume, il les introduisit dans un petit bureau privé. « Je m'efforcerai de ne point vous retenir plus longtemps qu'il ne sera indispensable, » leur déclara-t-il. « Inspecteur, dit M. James Ryder, un important rendez-vous d'affaires me réclame à Londres. »« Mille regrets, monsieur. »« Je suis Lady Horbury, je considère comme un affront d'être gardé ici de cette manière. » « Je m'excuse infiniment, Lady Horbury, mais sachez qu'il s'agit d'une affaire sérieuse, selon toute vraisemblance, d'un assassinat. »« La flèche empoisonnée des Indiens de l'Amérique du Sud, » murmura M. Clancy, le visage rayonnant de joie. L'inspecteur tourna vers lui un regard soupçonneux. Le romancier parlait avec animation en français, et l'inspecteur lui répondit posément dans cette même langue. « Cet incident est bien fâcheux, inspecteur, » observa Venetia Kerr, « mais vous ne pouvez que remplir votre devoir. » À quoi l'honorable représentant de la loi répondit avec un accent de gratitude « Je vous remercie, madame. » Puis il ajouta « Mesdames et messieurs, veuillez demeurer ici. Je voudrais échanger quelques mots avec le docteur Bryant. Merci. Voulez-vous me suivre de ce côté, docteur? Puis-je assister à votre entretien ?» C'était la voix du petit homme aux grandes moustaches. L'inspecteur se retourna, prêt à invectiver contre cet intrus, mais il changea soudain d'expression. « Ah, pardon, monsieur Poirot, vous êtes si emmitouflé que je ne vous avais pas reconnu. Entrez donc, je vous prie. » Il ouvrit la porte, laissa passer Bryant et Poirot, sur lesquels se tournèrent les regards soupçonneux des autres. « Pourquoi permettons à cet homme-là de sortir et nous tient-on enfermés ici ?» protesta Cicely Horbury. Résigné, Venetia Kerr s'assit sur une banquette. « Peut-être appartient-il à la police française ou est-ce un espion de la douane ?» dit-elle en allumant une cigarette. D'un air timide, Norman Gale s'adressa à Jane. « Il me semble, mademoiselle, vous avoir déjà rencontré au Pinet. Je reviens en effet du Pinet. Quel ravissant pays, les pins sont admirables. Oui, et ils sentent si bon. » Ils se turent un instant, ne sachant plus que dire ensuite. Enfin, Gale se hasarda. « Je vous ai reconnu tout de suite dans l'avion. » Jane exprima sa surprise. « Pas possible !» Gale ajouta. « Croyez-vous vraiment que cette pauvre femme ait été assassinée ?»« Oui, je le crois, dit Jane. Le fait d'être mêlé à un crime procure une petite émotion, mais aussi bien des désagréments. » Elle frissonna et Norman Gale s'approcha un peu d'elle comme pour la protéger. Les Dupont conversaient entre eux en français.
Monsieur Ryder faisait des calculs sur un carnet et consultait sa montre de temps à autre. Cicely Horbury frappait impatiemment le parquet du bout de son soulier. Elle alluma une cigarette d'une main tremblante. Dans la pièce où attendaient les passagers, un robuste gaillard vêtu de l'uniforme des policemen se tenait appuyé contre la porte, impassible. Dans une pièce voisine, l'inspecteur Japp s'entretenait avec le docteur Bryant et Hercule Poirot. « Vous avez toujours l'art de vous trouver dans les endroits les plus insolites, monsieur Poirot. Et vous, cher ami, Croydon, ce me semble, n'est point votre lieu de chasse habituel. Ah, je suis en quête d'un gros gibier spécialisé dans la contrebande. C'est tout à fait le hasard qui m'amène ici. Voilà des années que je n'ai entendu parler d'une affaire aussi étonnante. Allons, mettons-nous à l'ouvrage. D'abord, docteur, veuillez me décliner vos noms et adresses. Roger James Bryant, spécialiste de l'oreille et de la gorge. J'habite 329 Harley Street. Un constable, assis à une table, inscrivit les déclarations. Notre médecin légiste examinera le corps, remarqua Japp. Toutefois, nous aurons besoin de vous pour l'enquête. Bien. Pouvez-vous nous donner une idée de l'heure de la mort ? Quand j'ai examiné cette femme, la mort devait remonter à une demi-heure au moins. J'ai constaté son décès quelques minutes avant notre arrivée à Croydon. Je ne puis préciser davantage, mais le garçon m'a dit lui avoir parlé une heure auparavant. Voilà qui, au point de vue pratique, circonscrit assez nettement le moment où le crime, si crime il y a, s'est perpétré. Je suppose qu'il est inutile de vous demander si vous avez observé autour de vous quelque chose de suspect. Le médecin hocha la tête négativement. Moi non plus, je dormais, soupira Poirot avec tristesse. Je suis presque aussi malade dans l'air que sur mer, alors je m'enveloppe bien chaudement et j'essaye de recourir au sommeil. À votre avis, quelle est la cause de la mort, docteur ? Je n'aimerais pas à me prononcer de façon catégorique au point où nous en sommes. L'autopsie et l'examen des viscères s'imposent en pareil cas. Japp approuva de la tête. Bien, docteur, je ne crois pas devoir vous retenir plus longtemps. Pourtant, je vous prierai de remplir certaines formalités comme tous les passagers. Nous ne pouvons faire exception. Le docteur Bryant sourit. Je tiens d'abord à ce que vous assuriez que je ne possède point de sarbacane ou autre arme mortelle dissimulée sur ma personne, fit-il gravement. Rogers va s'en charger, dit Japp en faisant signe à son subordonné. À propos, docteur, soupçonnez-vous la nature du poison qu'on a mis sur ce dard ? Il indiquait la pointe décolorée de l'épine placée dans une petite boîte sur la table devant lui. Le médecin secoua négativement la tête. Très difficile à déterminer sans analyse. Le curare est le poison habituellement employé par les indigènes. Peut-il provoquer une mort aussi rapide ? L'action du curare est foudroyante. Il ne doit pas être facile de s'en procurer, n'est-ce pas ? Du moins, pour le commun des mortels. En ce cas, nous allons vous fouiller avec un soin tout particulier, annonça Japp, toujours fier de ses plaisanteries. Rogers ! Le médecin et le constable quittèrent la pièce. Japp recula sa chaise et regarda Poirot. En voilà une drôle d'histoire, trop fantastique pour être vraie. Comment admettre que, dans un avion, il soit possible de lancer un dard avec une sarbacane ou un chalumeau sans se faire voir ? Ah, mon ami, vous venez de prononcer une très judicieuse remarque. 2 de mes hommes s'occupent à fouiller l'avion en ce moment, annonça Japp. Nous attendons en outre un photographe et un spécialiste pour relever les empreintes. Pour le moment, écoutons ce que vont nous raconter les garçons. À grandes enjambées, il alla vers la porte puis donna un ordre. Les 2 garçons entrèrent. Le plus jeune avait recouvré tout son sang-froid, tandis que son aîné, toujours pâle, semblait effaré. « Asseyez-vous, mes enfants, leur dit Japp. Vous avez les passeports, bon. » Rapidement, il les feuilleta. « Ah, nous y voici. Marie Morisot, passeport français. Que savez-vous de cette personne ?»« Je l'avais déjà vue, répondit Mitchell. Elle voyageait assez souvent sur la ligne. »« Ah, sans doute pour affaires. Savez-vous quelle était sa profession ?» Mitchell hocha la tête. Le second garçon dit alors « Je me rappelle également l'avoir vue, mais à l'avion du matin qui part de Paris à 8 heures. » « Qui de vous 2 l'a vue en vie le dernier ?»« Lui, fit le second garçon en désignant son collègue. »« En effet, déclara Mitchell, lorsque je suis allé lui porter son café, elle vivait encore. Je n'ai rien remarqué d'anormal, je lui ai tendu le sucre, puis je lui ai offert du lait qu'elle a refusé. Quelle heure était-il ? Je ne saurais préciser, nous passions au-dessus de la Manche, il pouvait être 2 heures environ. Oui, à peu près, appuya aussitôt Davis, le deuxième garçon. Au moment où je distribuais les additions, vers quelle heure ? Un quart d'heure après, je la croyais endormie, hélas. Elle était peut-être déjà morte. Vous n'avez pas remarqué ceci ? Japp indiquait le dard affectant la forme d'une guêpe. Pas du tout, monsieur. Et vous, Davis, dites-nous ce que vous savez.
Je vis cette dame pour la dernière fois au moment où je lui apportais les biscuits que nous servons avec le fromage. Je n'ai observé sur sa personne aucun symptôme alarmant. Comment organisez-vous le service des repas demanda Poirot. Chacun de vous s'occupe-t-il exclusivement d'un compartiment? Non, monsieur, nous travaillons tous les deux ensemble. D'abord, nous servons le potage, puis la viande, les légumes et la salade, les desserts et ainsi de suite. D'ordinaire, nous commençons par le compartiment arrière, ensuite nous nous occupons du compartiment avant. D'un mouvement de tête, Poirot leur indiqua qu'il avait parfaitement compris. Cette dame Morisot a-t-elle parlé à quelqu'un dans l'avion? Ou adressé un signe quelconque à un passager? Je n'ai rien remarqué, monsieur. Et vous, Davis? Moi non plus, monsieur. A-t-elle quitté son siège au cours du voyage? Je ne crois pas, monsieur. Ni l'un ni l'autre ne vous souvenez d'aucun détail, même infime, de nature à guider nos recherches? Les deux hommes réfléchirent, puis hochèrent la tête. Bien, cela suffit pour l'instant, dit Japp. Je vous reverrai plus tard. Henri Mitchell lui dit du ton le plus sérieux. Quelle sale tuile pour moi! Il a fallu que ce crime se produise pendant mon service. Je ne vois pas que vous ayez commis quoi que ce soit de répréhensible, toutefois, je vous l'accorde, c'est une sale tuile, acquiesça Japp. Il les renvoya d'un geste. Poirot se pencha en avant. Vous me permettez de leur poser une petite question? Allez-y, monsieur Poirot. L'un de vous deux n'aurait-il pas remarqué une guêpe qui volait dans l'avion? Les deux hommes secouèrent la tête. Je n'ai pas vu de guêpe du tout, répondit Mitchell. Pourtant, il y en avait une, déclara Poirot. Nous avons vu son cadavre dans la soucoupe de l'un des passagers. Ma foi, monsieur, je ne l'ai pas vu, répéta Mitchell. Ni moi non plus, dit Davis. Peu importe. Les deux garçons s'éloignèrent. Japp parcourut rapidement des yeux les passeports. Nous avons une comtesse à bord, dit-il. Sans doute cette personne qui fait son importante. Mieux vaut la voir avant qu'elle sorte de ses gonds et fasse déposer une interpellation au Parlement contre les agissements brutaux de la police. J'espère que vous ferez fouiller sérieusement tous les bagages, n'est-ce pas? Valises et sacs à main, les passagers du compartiment arrière de l'avion, demanda Poirot. Japp cligna de l'œil d'un air amusé. Pourquoi pas, monsieur Poirot? Il faut absolument retrouver le chalumeau. Du moins, si ce chalumeau existe autrement que dans votre imagination. Il me semble vivre un cauchemar. Je me plais à croire que l'écrivaillon de romans policiers, perdant brusquement la boussole, n'a pas commis un de ces crimes dans la réalité au lieu de le coucher sur le papier. Cette histoire de flèche empoisonnée serait assez dans ses cordes. Poirot hochait négativement la tête. Parfaitement, poursuivit Japp, il faut fouiller tous les passagers et tout leur bagage à main. Voilà qui est formel. Peut-être conviendrait-il de dresser une liste exacte du contenu des bagages, suggéra Poirot. Japp le considéra d'un œil intrigué. Oui, si vous le jugez utile, monsieur Poirot, encore que je ne vois pas où vous voulez en venir. Ne savons-nous point ce que nous cherchons? Vous, peut-être, mon ami. Moi, je n'en suis pas aussi convaincu. Je cherche quelque chose, mais j'ignore quoi. Vous voilà encore, monsieur Poirot. Vous compliquez toujours les choses à plaisir. Appelons maintenant la seigneurie avant qu'elle soit prête à m'arracher les yeux. Cependant, Lady Horbury parut un peu calmée. Elle consentit à s'asseoir et répondit aux questions de Japp sans la moindre hésitation. Elle se fit connaître comme l'épouse du comte d'Horbury, donna son adresse dans le Sussex, au château d'Horbury et à Londres, 315 Grosvenor Square. Elle rentrait à Londres venant du Pinet. La défunte lui était tout à fait inconnue. Elle n'avait rien vu d'anormal durant le trajet. D'ailleurs, elle était assise le visage tourné vers l'avant de l'avion et ne pouvait voir ce qui se passait derrière elle. Elle n'avait pas bougé de son siège pendant tout le voyage et, autant qu'elle pouvait se fier à sa mémoire, nul n'était entré dans le compartiment venant de l'avant, à l'exception des garçons. Elle se rappelait vaguement toutefois que 2 des passagers avaient quitté le compartiment pour se rendre au lavabo, mais elle n'eût pas osé l'affirmer. Elle n'avait vu entre les mains de personne un objet identique à un chalumeau, ni la moindre guêpe dans le compartiment, répondit-elle à Poirot. Lady Horbury sortit et l'honorable Venetia Kerr vint prendre sa place. La déposition de Miss Kerr ressembla fort à celle de son amie. Elle déclina son nom, Venetia Anne Kerr, et déclara qu'elle habitait Little Paddocks, Horbury dans le Sussex. Elle revenait du midi de la France. Elle n'avait jamais rencontré la morte auparavant, ni relevé rien de suspect au cours de voyage. Oui, elle avait vu des passagers un peu plus loin dans le compartiment essayant d'attraper une guêpe, et elle croyait que l'un d'eux l'avait tuée. Cela se passait tout de suite après que le lunch fut servi. Miss Kerr sortit. « Vous semblez attacher une énorme importance à cette guêpe, monsieur Poirot, observa Japp. La guêpe ne m'intéresse guère en elle-même, mais elle peut suggérer certaines idées.
Si vous voulez mon opinion, dit Japp, changeant de sujet, les coupables sont les deux Français. Ils se trouvaient assis de l'autre côté de la dame Morisot. Ils ont l'air plutôt mieux et leur vieille valise est presque entièrement recouverte d'étiquettes de pays étrangers. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'ils reviennent de Bornéo ou de l'Amérique du Sud. Évidemment, nous ne pourrons savoir ici le mobile du crime, mais Paris nous le fournira. Nous demanderons à la sûreté de collaborer avec nous. Cette affaire la concerne plus que nous. Mais si vous désirez mon avis, ces deux Forbans sont les coupables. Poirot lui sourit d'un air malicieux. Ce que vous dites est plausible, mais vous vous méprenez sur plusieurs points, mon ami. D'abord, ces deux hommes ne sont point des Forbans ni des assassins comme vous le prétendez. Il s'agit au contraire de deux archéologues distingués. Monsieur Poirot, vous vous moquez de moi. Pas le moins du monde, je les connais parfaitement de vue. Ce sont monsieur Armand Dupont et son fils monsieur Jean Dupont. Depuis peu, ils sont revenus de Perse où ils ont procédé à des fouilles très intéressantes non loin de Suse. Non, vraiment ? Japp prit un passeport et l'examina. Vous avez raison, monsieur Poirot. Admettez tout de même qu'il ne paie pas de mine. C'est ordinairement le cas des hommes célèbres. Tenez, moi qui vous parle, on m'a déjà pris pour un barbier. Pas possible, s'exclama Japp en riant. Eh bien, voyons un peu vos archéologues distingués. Monsieur Dupont père déclara qu'il ne connaissait nullement la défunte. Il n'avait rien remarqué d'anormal pendant le voyage, car il discutait avec son fils un sujet passionnant. Il n'avait pas quitté sa place. Cependant, il avait vu une guêpe vers la fin du repas. Son fils l'avait tuée. Monsieur Jean Dupont confirma cette déposition. Lui-même n'avait rien observé de ce qui se passait autour de lui. La guêpe l'ayant agacé, il l'avait écrasée. Quel avait été le sujet de leur sujet de conversation ? La poterie préhistorique du Proche-Orient. Monsieur Clancy, qui se présenta ensuite, fut fort mal accueilli. L'inspecteur Japp estimait que cet écrivain en savait trop long sur les chalumeaux et les fléchettes empoisonnées. « Avez-vous jamais eu de ces chalumeaux en votre possession ?»« Ma foi, oui. »« Tiens. » L'inspecteur Japp sauta sur cet aveu. Sous le coup de l'émotion, M. Clancy faillit pousser un cri. « Mais monsieur, mes mobiles étaient tout à fait inoffensifs. Je puis vous expliquer... J'attends, monsieur, vos explications. » Voici, monsieur, je suis en train d'écrire un roman dans lequel le meurtre a été commis de la même manière. Ah, vraiment ? Encore ce ton menaçant, monsieur Clancy se hâta de poursuivre. Il s'agissait surtout d'empreintes digitales. Pour bien élucider ce point, je dus me procurer un chalumeau afin de situer exactement la position des empreintes sur le tube. Un jour, en me promenant à Charing Cross, il y a 2 ans de cela, je vis un de ces instruments à la devanture d'une boutique. Je l'achetai et un artiste de mes amis me le dessina avec les empreintes. Je puis vous donner le titre du livre, Le mystère du pétale rouge, et si vous y tenez le nom de mon ami. Avez-vous conservé ce chalumeau ? Oui, du moins il me semble l'avoir rangé. Où se trouve-t-il à présent ? Eh bien, quelque part chez moi. Que signifie exactement ce quelque part chez moi, monsieur Clancy ? C'est-à-dire que je ne saurais préciser l'endroit où je l'ai fourré. Voyez-vous, monsieur, je ne suis pas très ordonné. Ne l'auriez-vous point emporté avec vous par hasard ? Certes non, voilà plus de 6 mois que je ne l'ai revu. L'inspecteur lui lança un regard chargé de méfiance et continua son interrogatoire. Avez-vous quitté votre place pendant le voyage ? Non, évidemment, à moins... Ah, si. Ah, et où êtes-vous allé ? Je suis allé prendre un horaire dans la poche de mon imperméable qui était placé avec des couvertures et des valises tout au bout de l'entrée. Ainsi, vous avez passé près du siège de la morte ? Non, c'est-à-dire... ah oui, j'ai dû passer près d'elle, mais longtemps avant que rien ne se fût produit. Je venais de prendre mon potage. D'autres questions amenèrent des réponses négatives. L'esprit absorbé par l'amélioration de son alibi, M. Clancy n'avait, lui non plus, rien remarqué de suspect. « Un alibi, vous dites ? Ah oui, pour votre roman. » Poirot l'interrogea au sujet de la guêpe. M. Clancy avait en effet vu une guêpe. Elle s'était attaquée à lui. Ces insectes lui inspiraient une véritable répulsion. À quel moment cela se passait-il ? Aussitôt après que le garçon lui eut apporté son café. Il avait éloigné la guêpe d'un coup sec de la main. Note fut prise du nom et de l'adresse de M. Clancy, puis on l'autorisa à se retirer. Il ne se fit du reste pas prier.
Ce client me paraît louche, dit Japp. Il avoue avoir un chalumeau en sa possession. Avez-vous vu son air embarrassé? Votre attitude sévère l'aura sans doute intimidé, mon cher Japp. L'homme qui dit la vérité n'a rien à redouter, rétorqua l'homme de Scotland Yard d'un ton austère. Poirot le regarda avec compassion. « Ah, vous croyez cela ? J'en suis absolument sûr. À présent, au tour de Norman Gale. » Norman Gale donna comme adresse 14 Shepherd's Avenue, Muswell Hill, Londres. Dentiste de profession, il revenait du Pinet où il avait passé quelques jours de vacances. Au retour, il s'était arrêté à Paris pour étudier différents instruments nouveaux de chirurgie dentaire. Il n'avait jamais vu la défunte et n'avait rien remarqué de spécial pendant le voyage. Du reste, il était assis vers l'avant du compartiment et tournait le dos à la victime. Il avait quitté son siège une seule fois pour se rendre au lavabo et regagner tout droit sa place. À aucun moment il n'était allé au fond du compartiment. Il n'avait point vu de guêpe. Après lui se présenta James Ryder, brusque de manière et continuellement sur le qui-vive. Il revenait d'un voyage d'affaires à Paris. Il ne connaissait nullement la défunte. Il occupait en effet le siège placé immédiatement devant elle, mais pour la voir, il aurait dû se lever et regarder par-dessus le dossier. Il n'avait rien entendu, ni un cri, ni une exclamation, et n'avait vu personne venir de leur côté, sauf les garçons. Oui, les deux Français, placés de l'autre côté du couloir, avaient bavardé pendant presque tout le trajet. Vers la fin du repas, le plus jeune des deux avait tué une guêpe. Non, il n'en avait pas aperçu auparavant. Ignorant ce qu'était un chalumeau, il n'aurait donc pu dire s'il en avait vu pendant le voyage. À cet instant, on frappa à la porte. Un policier entra avec un air de triomphe contenu. « Monsieur, voici ce qu'a trouvé le sergent, dit-il. Il m'a chargé de vous le remettre tout de suite. » Il déposa sur la table un objet enveloppé dans un mouchoir qu'il déplia avec soin. Le sergent n'a pas relevé d'empreinte digitale, mais il m'a recommandé de le manier délicatement. Un chalumeau sans conteste de fabrication exotique apparut à la vue de tous. Japp poussa un profond soupir. Ainsi, cette chose-là existe. Je ne l'aurais jamais cru. Monsieur Ryder se pencha en avant, vivement intéressé. On s'en sert, paraît-il, dans certains pays de l'Amérique du Sud. J'ai lu bien des histoires à ce sujet, mais c'est la première fois qu'un objet de ce genre me tombe sous les yeux. À présent, je puis vous assurer que je n'ai vu personne en tenir dans l'avion. « Où l'a-t-on trouvé » demanda Japp. « Caché derrière un des sièges, monsieur. »« Lequel ?»« Le numéro 9. »« Voilà qui est drôle, par exemple, » remarqua Poirot. « Qu'y a-t-il de drôle ? Rien, sinon que le numéro 9 était ma propre place. »« Eh bien, j'aime autant que ce soit vous que moi. » Japp fronça le sourcil. « Monsieur Ryder, vous pouvez vous retirer. » Ryder disparut. L'inspecteur se tourna vers Poirot en grimaçant un sourire. « Alors, c'est vous l'assassin, vieux frère ? » Mon ami observa Poirot avec dignité. « Quand je m'aviserais de commettre un meurtre, je n'emploierais pas la flèche empoisonnée des Américains du Sud. » C'est bien un procédé bizarre, mais avouons qu'il a réussi. « Voilà justement ce qui donne à réfléchir, » dit Poirot. « En tout cas, le criminel, quel qu'il soit, a couru des risques inouïs. Ce type-là doit avoir perdu la boule. Qui reste-t-il encore à voir ? Seulement une jeune fille. Qu'elle entre et finisse son Jean. Jane Grey, cela rappelle le titre d'un roman. C'est un beau brin de fille. Tiens, vous n'avez donc pas dormi tout le temps. Elle est jolie et paraissait agitée. Ah, elle paraissait agitée, répéta Japp intrigué. Cher ami, quand une jeune fille est nerveuse, il s'agit plutôt d'amour que de crime. Vous avez sans doute raison, la voici. Jane répondit aux questions posées de façon assez claire. Elle se nommait Jane Grey et travaillait chez messieurs Antoine, salon de coiffure Burton Street. Elle habitait 10 Harrogate Street, NW5. Elle rentrait à Londres venant du Pinet. Du Pinet ? L'interrogatoire qui suivit amena Jane à raconter l'histoire du billet du sweepstake. La loi devrait interdire ces jeux de hasard, grogna Japp. Pour moi, je les trouve merveilleux, dit Jane. N'avez-vous donc jamais parié une demi-couronne sur un cheval ? Japp rougit et prit un air confus. Lorsqu'on lui montra le chalumeau, Jane nia avoir vu quelque chose de semblable. Elle ne connaissait pas la morte, mais l'avait remarquée au Bourget. Qu'est-ce qui avait particulièrement attiré votre attention sur elle ? Elle était laide à faire peur, avoua Jane. Ne pouvant tirer d'elle rien d'intéressant, on l'autorisa à se retirer.
Japp contempla rêveusement le chalumeau. Ce problème policier dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir. De quel côté allons-nous diriger nos recherches à présent? Il s'agit de découvrir un homme qui a voyagé dans la partie du monde d'où vient cette arme. Mais d'où peut-elle venir? D'Afrique aussi bien que d'Amérique. Nous laisserons à un spécialiste le soin de trancher la question. Si vous observez ce chalumeau de près, vous remarquerez, mon cher Japp, qu'un minuscule morceau de papier y est resté collé. On dirait un reste d'étiquette arrachée. Ce spécimen serait donc parvenu jusqu'à nous après avoir passé par la boutique d'un marchand de curiosités. Voilà qui facilitera peut-être notre enquête. Puis-je me permettre une petite question? Dites toujours, pensez-vous encore à établir cette liste, la liste des objets appartenant aux passagers? Cela ne présente plus guère d'importance maintenant, mais on peut le faire. Vous y tenez toujours? Mais oui, je suis perplexe, très perplexe. Si seulement je découvrais un indice... Japp ne l'écoutait plus. Il y examinait le débris d'étiquette. Clancy a reconnu qu'il avait acheté un chalumeau. Ah, ces auteurs de romans détectives! Où toujours les policiers jouent un rôle ridicule. Si je m'avisais de parler à mes chefs sur le ton employé par les inspecteurs dans leurs fichus bouquins, ma parole, on me ficherait à la porte illico. Ce meurtre ressemble comme un frère à ceux qu'un écrivassier de cet acabit croit pouvoir commettre impunément.